Mais pas de chance, il n'y a pas un nombre entier de lunaisons dans une année. Il n'y a pas un nombre entier de jours dans une lunaison aussi, hein, puisque ça peut varier. Hein, c'est en moyenne 29 jours, 12 heures, etc. Donc tout ceci a donné naissance à différents types de calendriers. Les calendriers lunaires, basés sur le mois lunaire, qui commencent généralement avec le premier croissant. Les calendriers lunisolaires, qui sont une combinaison des calendriers lunaires et solaires, mais on ajuste pour s'adapter à l'année réelle, surtout pour les saisons. Et puis les calendriers modernes, qui sont les calendriers solaires, où la durée de l'année s'approche le plus possible de l'année solaire. Alors, quelques exemples. Les calendriers lunaires, alors, on pense que certaines peintures de Lascaux, vous voyez ici, on pense que ça représente les jours du cycle lunaire. Il y en a même qui ont vu qu'on avait les Pléiades qui étaient représentées à l'intérieur, la constellation des Pléiades représentée à l'intérieur des grottes de Lascaux. Tout ceci, c'est des suppositions. De même, Stonehenge, est-ce que c'est un calendrier lunaire? Je ne sais pas trop. Ça, c'est intéressant. C'est le disque de Nebra, 1600 avant Jésus-Christ, qu'on a trouvé il y a une dizaine d'années en Allemagne. Et vous voyez, ça représente la Lune. Ici, manifestement, les Pléiades. Il y a certaines planètes. Donc, on pense que c'était quelque chose qui devait aider à déterminer un calendrier. Alors, ça aussi, c'est très intéressant. Et ça, j'essaye de travailler un peu plus là-dessus pour faire un jour une conférence rien que là-dessus. C'est la machine d'Anticythère qui a été trouvée au large des îles d'Anticythère en Grèce et qui semble être le plus vieux calendrier du monde, où c'est au moins un mécanisme qui comporte une cinquantaine de rouages. Alors évidemment là-dedans on ne le voit pas bien, mais quand on le passe au rayon X, on voit qu'à l'intérieur il y a des rouages un peu comme dans les anciennes machines à calculer, et ces rouages permettaient probablement de déterminer les phases de la Lune, la position de certaines planètes, ce qui est assez incroyable pour quelque chose du IIe siècle avant Jésus-Christ, ou plus vieux, hein, puisqu'on l'a daté à peu près du IIe siècle. Alors, il y a des très beaux films sur Internet qui expliquent justement le fonctionnement de ce mécanisme. Je vous conseille d'aller les voir si ça vous intéresse, parce que c'est un vrai mystère. Comment les gens, il y a plus de 2200 ou 2300 ans, ont pu imaginer un tel mécanisme. Les calendriers lunaires, le calendrier musulman, le calendrier gaulois, bon, je ne savais pas qu'il y avait un calendrier gaulois, hein, je l'ai appris. Le calendrier musulman, en fait, on l'appelle le calendrier de l'Hégire ou hégirien. Il est purement lunaire, ce qui pose un problème, parce que ça va dépendre un peu de la façon dont les gens vont déterminer le premier croissant de la Lune. Alors il y a toujours une incertitude, c'est pas très très précis, mais il est basé sur un cycle de 30 années inégal. Et puis ça dépend du lieu d'observation. Alors les combinaisons, bon, je vous ai mis quelques exemples, juifs, chinois, je crois que j'ai un truc sur le chinois, voilà. Le calendrier chinois, c'est un calendrier lunisolaire aussi, où les mois sont des mois lunaires. C'est assez compliqué. Il y a des mois intercalaires. Là-bas, c'est 19 ans pour que ça, on retombe sur ses pieds. Et chaque année est sous le signe d'un des 12 signes astrologiques chinois. Alors, pour votre information, l'année 2012 correspond à l'an 4709 du calendrier chinois. Et vous serez heureux d'apprendre que nous sommes dans l'année du dragon. Alors, les calendriers solaires, maintenant, un peu plus modernes. Alors, je vais vous parler des Mayas dans quelques instants. Les calendriers égyptiens, c'était important pour les Égyptiens, donc pour déterminer la crue du Nil quand elle revenait, quand elle allait s'arrêter. Les Égyptiens aimaient beaucoup l'étoile Sirius. Hein, vous savez
dans la pyramide de Khéops, il y a un trou d'ouverture qui est bouché, hein, mais il y a un grand canal d'ouverture, et on sait que ça visait l'étoile Sirius à l'époque des Égyptiens. Ça ne peut pas être une coïncidence. Hein. Les 4 côtés de la pyramide sont parfaitement orientés nord, sud, est, ouest. Ça aussi, ce n'est pas une coïncidence. Alors, on ne sait pas trop. Donc, je vous ai mis 2-3 photos justement de symboles égyptiens. Vous remarquez, les cercles égyptiens sont partagés en 24 secteurs, hein, déjà. Vous voyez les étoiles. Ils étaient très obsédés par les étoiles et par l'astronomie. Voilà, les constellations égyptiennes dans la tombe de Séti Ier. Et alors, je vous conseille d'aller voir la prochaine fois que vous serez au Louvre. On a l'original justement du zodiaque de Dendera, qui représente la carte du ciel des Égyptiens, avec les constellations. Et l'original est au Louvre. Hein. En Égypte, ils n'ont qu'une copie, malheureusement. Hein. Et si on s'intéresse un peu à ce sujet, on peut distinguer, alors là, c'est moi qui l'ai surligné, les différentes constellations égyptiennes. C'est assez intéressant. Alors, le calendrier Maya. Alors déjà, les Mayas, pourquoi ils s'appellent Mayas? Mayas, ça vient de maïs, parce qu'ils cultivaient beaucoup de maïs, et on les appelait les Mayas. Mais c'était des bons astronomes, même s'ils ignoraient la roue, le fer, etc. Ils étaient bons en astronomie, ils pouvaient prédire les éclipses, ne pas confondre avec les Incas dans Tintin et le Temple du Soleil, qui ne connaissaient pas les éclipses. Hein. Et ils disposaient de mesures du temps, ils avaient plusieurs calendriers, un cycle court de 260 jours, vous voyez, 13 mois de 20 jours. 20, c'est important, on va voir que les Mayas comptent en base 20. Et surtout, ils avaient un cycle long, ce qu'on appelle le cycle long, c'est celui-là qui nous intéresse, qui correspond à 5125 ans. Et c'est celui-là qui arrive à échéance aujourd'hui. Alors, ces calendriers avaient des subdivisions, le Baktoun de 394 ans, et il y avait donc 13 Baktoun, et aujourd'hui, je vous annonce la fin de ce 13e Baktoun. Hein. Alors, par contre, les Mayas n'ont jamais prédit qu'il y aurait une fin du monde. Hein. C'est la fin de ce cycle et le début d'un autre cycle. Hein. Mais le grand problème, comme le problème de tous les calendriers, c'est d'essayer d'établir une concordance entre les calendriers. Hein. Il y a tellement eu de changements de date entre les calendriers, il n'est pas facile d'établir une correspondance entre un jour du calendrier Maya et un jour de notre calendrier actuel pour qu'on puisse faire des différences. Hein. En fait, il y a une vingtaine de possibilités d'équivalence entre ces deux calendriers. Vous voyez, entre septembre 17 pour la fin, donc pour ce 21 décembre, entre septembre 1747 et août de 1532. Alors vous voyez que si on échappe à la fin du monde ce soir, il y a bien un crétin qui va nous dire bah oui, bah, le prochain, ce sera 2532 ou avant. Hein. Voilà. Alors, donc, a priori, la fin de ce cycle, c'est aujourd'hui, ce 21 décembre 2012. Alors, oui, je ne sais pas si ça va se produire, mais enfin, on s'avance, on va bientôt quitter le 21 décembre, hein, ça va être... je crois qu'ils vont se tromper. Alors, donc l'année 2012 marque la fin d'un cycle, et c'est aussi le début d'un nouveau cycle. Il faut avouer que si les Mayas avaient prédit vraiment la fin du monde, ils n'ont pas eu de chance parce qu'ils n'ont pas prédit leur disparition à eux 300 ou 400 ans avant que les Espagnols n'arrivent en Amérique du Sud. Alors, pour votre information, je me suis un peu renseigné sur les Mayas. Les Mayas comptaient en base 20.
c'est ce qu'on appelle la numérotation vigésimale. Eh oui. Ils sont à l'origine du chiffre 0. En fait, ils aimaient tellement le 0 qu'ils en avaient deux. Ils avaient le 0 pour le calcul et le 0 pour le début d'un mois. Et vous voyez le symbole des jours du mois ici à droite. Alors, une des anciennes capitales mayas, ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait quelques villes chez les Mayas où il y avait énormément de monde, 100 000 habitants ou 200 000 habitants, et puis, soudainement, ils ont disparu. Alors, famine, surpopulation, guerre, on ne sait pas trop pourquoi. On n'a plus entendu parler des Mayas. Et pourtant, ils ont fait des constructions extraordinaires. Vous voyez en haut à droite une pyramide maya qui est plus haute que la pyramide de Khéops. Alors je pense que c'était aussi des gens un petit peu sanguinaires. Ils faisaient des sacrifices, ça ne mangeait pas de pain. Voilà. Bon. Alors, Bugarache. Alors là, Bugarache, j'en perds mon latin parce que je n'ai pas trouvé pourquoi. Alors, j'ai essayé de me renseigner pourquoi Bugarache devrait sauver l'humanité. Eh bien, moi j'en arrive à dire que c'est un canular sur Internet. On a trouvé un peu la trace vers 2010 et tout le monde est rentré dedans. Alors, d'après certaines personnes spécialisées dans les bêtises ovniesques, il paraît que Bugarache c'est un garage à ovnis. Tout le monde est au courant que c'est un garage à ovnis. D'accord, je donne ça à votre imagination. Moi, ce qui me surprend, c'est que les Mayas, il y a quelques milliers d'années, alors que Bugarache n'existait certainement pas, aient pu imaginer que ce charmant petit village allait devenir le lieu qui allait sauver l'humanité. Enfin, bref. Voilà. Alors, pourquoi tant de prédictions de fin du monde? Il y en a eu près de 200 depuis le début de l'ère chrétienne. Alors je vous cite uniquement celle du XXe siècle, là. 1914, 18, 25, 75, 99 avec le célèbre Paco Rabanne, 2000. Alors est-ce la projection de nos angoisses, le besoin d'irrationnel? Bref, le Maya nous tire bien la langue et il se moque bien de nous. Alors, par contre, ça m'a donné envie de vous parler des possibilités de scénarios catastrophes. Qui sont peut-être réels. Alors pour ça, il faut définir déjà ce que c'est l'apocalypse. Alors pour moi, l'apocalypse, comme les gens prétendent que ça va être l'apocalypse, c'est la destruction globale de notre planète. Un tsunami, c'est pas une apocalypse, d'accord? C'est au niveau local. Donc, on va voir qu'est-ce qui pourrait provoquer un apocalypse. Alors, il y a différentes possibilités que je vous ai listées. Là, si vous en avez d'autres, je suis prêt à les entendre. Alignement planétaire, soleil, etc. On va les prendre une par une. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Alors, un alignement de toutes les planètes provoquerait un tsunami géant qui submergerait la planète. Bon, faux. D'abord, à cette date d'aujourd'hui, il n'y a aucun alignement de prévu. Il n'y en a même pas deux. Et pour que toutes les planètes soient vraiment alignées, parce qu'elles ne sont pas toutes tout à fait dans le même plan, je crois que c'est tous les 147 milliards d'années. Alors, étant donné que le système solaire n'a que 4,5 milliards d'années, on peut attendre. D'autre part, l'attraction gravitationnelle des planètes, c'est-à-dire l'influence des masses de ces planètes vers la Terre, dépend de la distance et en fonction d'une loi inverse carrée. C'est bien connu. C'est-à-dire si vous avez une distance 2 fois plus longue, l'influence sera 4 fois plus faible. 10 fois plus longue, l'influence sera 100 fois plus faible. D'accord? Donc, des planètes comme Jupiter ou Saturne, qui sont des grosses planètes, n'ont, pour ainsi dire, aucune influence sur la Terre. C'est aussi un des gros arguments contre l'astrologie. Quand vous dites « Ah, il y a Saturne ou il y a Vénus qui fait ceci, qui fait cela », le médecin accoucheur, au moment de la naissance d'un gosse,
il a 1000 fois plus d'importance que la planète Saturne. Vous vouliez dire quelque chose, monsieur? Non? Non. Voilà. Donc, d'accord, donc ça, c'est éliminé. D'accord, c'est clair? Il n'y a pas de doute de votre côté. L'activité solaire. Alors, une activité solaire énorme va détruire la Terre. Alors, est-ce vrai? Ben, vous savez que le Soleil, il a un cycle d'à peu près 11 ans. C'est-à-dire tous les 11 ans. Il passe par des hauts et des bas avec les taches solaires. Vous savez, les taches solaires, hein, c'est les petits points noirs qu'on voit sur le Soleil. Et il y a plus ou moins de tâches. Et quand il y a beaucoup de tâches, c'est ce qu'on appelle le maximum solaire. Et ce maximum solaire se produit en moyenne tous les ans. Tous les 11 ans, hein, bien sûr. Alors, à ce moment-là, il y a des fortes éruptions. Mais pas de chance, en ce moment, le Soleil est plutôt calme. D'ailleurs, il est en retard. On l'attend depuis 2 ans, il commence à démarrer. Alors vous voyez, ici on a représenté sur cette courbe, ici on est le cycle actuel, hein, 2012 c'est là. Voilà le dernier cycle de 11 ans. Alors il a démarré très en retard, avec 2 ans de retard. C'est le nombre, ça c'est le nombre de tâches solaires en fonction de la période, de l'année. Hein, vous voyez? Et vous voyez que le cycle actuel, il a déjà démarré en retard, et en plus il va être plus faible que les autres. Donc il n'y a pas grand-chose à attendre du Soleil pour un apocalypse. D'accord? L'astéroïde. Un astéroïde que, ah oui, Armageddon, on a vu tout Deep Impact, etc. Bon, ça devient un peu plus sérieux. On sait très bien que des météorites tombent sur la Terre régulièrement. On recueille en gros 50 000 ou 100 000 tonnes de poussière de météorites sur Terre tous les ans, hein, c'est pas rien. Mais la plupart c'est des tout petits cailloux, et puis la Terre déjà aux 2 tiers c'est la mer. Hein. Mais dans le passé, il y a eu des grandes météorites ou des comètes qui se sont précipitées sur Terre et qui ont créé des dégâts importants. Vous avez certainement entendu parler tous il y a 65 millions d'années de cette météorite ou de cet astéroïde qui a percuté le Yucatan et qui a donné naissance à un nuage de poussière énorme qui a éteint la lumière du soleil sur Terre pendant plusieurs mois. Plus de photosynthèse, les animaux qui mangent la végétation, ils meurent, et les animaux qui mangent la végétation, ils n'ont plus rien à manger, ils meurent aussi, d'où la disparition des dinosaures. Alors, ce genre de choses peut se reproduire dans le temps, c'est évident. Il y aura, dans les prochains millions d'années, des gros impacts sur Terre. Ça, c'est sûr. Par contre, je peux vous dire qu'il n'y en aura pas pour aujourd'hui, et il n'y en aura pas pour demain, il n'y en aura pas pour au moins les quelques années qui viennent. Pourquoi? Parce qu'on a identifié presque tous les corps dangereux qui tournent autour de nous. Alors évidemment, ceux qu'on n'a pas identifiés, ce sont peut-être les plus petits, mais les plus petits, c'est les moins dangereux. Hein. Les plus petits, notamment, il y en a un qui s'appelle Apophis, hein, pour ceux qui connaissent les séries télévisées comme Stargate, hein, Apophis, qui va passer nous voir le vendredi 13 avril 2029. Il ne va pas nous percuter, mais il y a une très faible probabilité pour que, s'il passe dans un point très particulier de l'orbite terrestre, il revienne en 2036, et là, il a une faible chance, 0,01%, de percuter la Californie. Tant pis pour les Américains. Non. Mais donc, c'est très très faible. Alors, c'est pas un très gros astéroïde, mais il risque de provoquer un tsunami géant. Donc ça, c'est... Mais vous vous rendez compte que tous ces corps sont répertoriés. Hein. Donc on les connaît à peu près tous. D'ailleurs, il y a le 12-12-12, tiens, le 12-12-12. Il y a un astéroïde qui s'appelle Toutatis. Amusant, hein, Toutatis, qui a frôlé
frôlé, qui passait à 6 millions de kilomètres de la Terre. Bon, c'est pas frôlé, hein. Bon, à l'échelle astronomique, c'est quand même relativement près, hein. Et bon, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, hein. Je suis même sûr que personne n'en a parlé à la télévision. Alors, par contre, un supervolcan. Alors là, oui, un supervolcan, ça, c'est pas totalement faux. Parce qu'il y a sur Terre, il y a eu sur Terre, il y a de nombreux siècles, des volcans énormes qui ont explosé et qui ont justement propulsé dans l'atmosphère des nuages de poussière qui ont fait aussi s'éteindre une partie de la photosynthèse. Alors le problème, c'est que il ne faudrait pas que ça se reproduise. Et alors, ça ne serait pas une apocalypse, mais ça serait quand même un sacré désagrément. Or, actuellement, quand on fait la liste de toutes ces possibilités de supervolcans, il y en a un actuellement qui semble être un candidat très sérieux, c'est Yellowstone, aux États-Unis. Vous voyez en bas là. Et Yellowstone, en fait, c'est une énorme chambre magmatique, c'est une bombe à retardement, hein, pour les États-Unis. Il devrait exploser depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Il est en retard. Bon, on n'est pas pressé, hein, bien sûr. Il est en retard, mais le jour où il explosera, la moitié des États-Unis sera vraiment en grande difficulté. Donc ça, c'est pas apocalyptique, mais c'est quand même un peu gênant. Ah, la Terre perd son champ magnétique.